Salut, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, on va encore parler de créativité. En tout cas, c'est ce que m'indique mon calendrier des publications. Tu sais, si tu publies des choses en ligne, notamment quand tu as une chaîne YouTube ou quelque chose d'assez régulier, je te recommande d'avoir un calendrier de publication. C'est quelque chose qui peut te permettre justement de rester motivé, d'avoir une certaine régularité. Et mon calendrier de publication m'indique que ce mois-ci, on parle de créativité et aujourd'hui, on va parler de mes échecs, en fait. Et, euh, et parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est super dur à faire, en fait, de parler de ses échecs. On parle souvent de ses réussites, on sait, c'est assez facile de parler de ses réussites et puis c'est même évident qu'on retient ça. D'ailleurs, je pense que les échecs sont plus importants que les réussites, dans le sens où vaut mieux que tu saches quel risque tu as à publier, par exemple, à créer une chaîne YouTube. C'est quoi les risques que tu vas rencontrer ou les pièges à éviter plutôt que les réussites, parce qu'en fait, tu as tellement de façons différentes de créer une chaîne YouTube. Il n'y a pas qu'une seule règle, il y en a plein, enfin, il y a plein de méthodes. Il y a les possibles sont assez vastes, mais par contre les pièges c'est presque tous les mêmes. En tout cas, si tu connais les pièges ou si tu connais les échecs, c'est plutôt tous les mêmes. Là, je vais pas forcément te parler que de chaîne YouTube, je vais plutôt te parler de créativité et de créer des projets en fait, plus largement. Et en ce moment là, je suis en train de tester justement un nouveau projet. Parce que ce week-end j'ai été au Club Millionnaire. Je pense qu'il y a une vidéo qui parle de ça d'ailleurs sur ma chaîne YouTube qui présente le Club Millionnaire, qui était une conférence donnée par Raphaël Carteni, qui parlait justement d'indépendance financière et c'était super cool. J'étais assis juste à côté de Maxence Rigotier. Je vais faire des vidéos justement pour expliquer ce que ce qui était cette journée-là. Au tout début de la journée, en fait, on se fait masser par ses voisins de gauche et puis par ses voisins de droite. C'est un petit peu le principe de ce truc-là. Et du coup, je me suis fait masser le dos par Maxence Rigotier. Du coup, c'est quelqu'un qui est assez connu dans le monde de l'entrepreneuriat et du coup ça m'a fait très plaisir. Je vais pas te le cacher et j'ai pas vraiment eu l'occasion de lui parler ni quoi que ce soit. Je pense aussi à un petit côté de timidité qui s'est bien fait ressentir, mais j'ai parlé à plein de personnes dans cet événement-là. J'ai rencontré plein de gens cool. J'ai fait plein de contacts. D'ailleurs, il y a peut-être des interviews qui vont sortir avec quelques personnes qui ont fait partie de cet événement-là. Donc c'était une super journée bien productive pour un samedi finalement. Et donc cet événement-là m'a fait prendre conscience en fait des différentes manières de devenir indépendant financièrement. Tu sais, j'ai fait toute une série là, enfin, où je réoriente ma série qui s'appelait avant Back Office, je la réoriente en Hacker le million. Et en fait, en gros, je vais interviewer toutes les personnes qui se sont mis en tête de devenir millionnaires, qui sont sur la route ou qui y sont parvenus ou voilà, en tout cas qui ont cet objectif-là. Donc du coup, ça c'est plutôt cool. Et du coup, c'était un peu ça le sujet finalement de cette conférence-là, c'est comment devenir millionnaire et comment atteindre l'indépendance financière dans le sens où voilà, tu n'as plus besoin de travailler pour un patron, tu peux tout gérer depuis n'importe où dans le monde. Si tu travailles pas pendant une journée, c'est pas grave. Si tu travailles pas pendant une semaine, c'est pas grave. Ton business tourne en automatique et c'est ça en fait le but. Donc ils ont évoqué plusieurs choses en fait pour y parvenir, de l'immobilier, voilà, de la crypto-monnaie, de plein d'autres, de plein de trucs. Moi, le truc qui m'a le plus qui m'a le plus intéressé, on va dire, c'était le business en ligne. Et j'étais impressionné aussi le nombre de personnes qui étaient intéressées par le business en ligne, dans le sens où plutôt le e-commerce en fait. Dans le sens où au moment où ils ont posé cette question, qui est intéressé par le e-commerce, alors que la plupart des gens étaient là pour l'immobilier. Enfin, je pensais que les gens étaient là pour l'immobilier, puisque c'est plus ou moins le thème de la chaîne YouTube de Raphaël Carteni, celui qui a organisé l'événement. Il y a plein de monde qui a levé la main et j'étais vraiment impressionné. Donc, je pense que c'est quelque chose que je maîtrise assez bien, le e-commerce, dans le sens où j'ai déjà créé plein de boutiques pour des clients. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de monde qui s'intéresse à ce truc-là, c'est cool. Il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là. Et ça fait longtemps en fait que je m'intéresse à comment ça s'appelle le dropshipping.
je vais y arriver, le dropshipping. Et le dropshipping, c'est simplement, tu vas trouver des produits fabriqués en Chine pour pas cher et tu les revends plus cher en France et tu automatises toute la chaîne. En fait, normalement, t'es pas censé faire du stock chez toi, t'es pas censé gérer tout le process d'envoi et tout ça. Normalement, tu mets juste en relation une boutique, enfin un producteur en quelque sorte, une fabrique, on va dire, avec un consommateur. Et donc, le seul truc que tu as à faire, c'est de faire toute la communication, tout le marketing, ce qui me va très bien, puisque finalement, c'est là où est mon expertise la plus forte. En fait, c'est dans le marketing, dans créer une image de marque, dans tout ça, dans toute la communication. Finalement, je parlais il n'y a pas très longtemps, justement, que j'étais en quête de cette compétence clé. En fait, ça s'appelle la compétence clé quand tu te rends compte que tu es fort dans quelque chose, tu es capable d'y passer du temps, que le temps tu le vois pas passer. Là aujourd'hui j'ai fait une boutique en ligne de A à Z, j'ai mis un produit, j'ai créé une pub Facebook, tout ça en une journée et j'ai pas vu mon temps passer et je pense que ouais effectivement après du recul je pense que c'est ça ma compétence clé plus que de faire des vidéos et d'expliquer finalement le développement personnel parce que le développement personnel tant que t'as pas de réussite personne va t'écouter tant que tu viens pas avec une Porsche et que tu lances pas tes millions d'euros aux yeux des gens personne va t'écouter parler de développement personnel. Finalement, il faut que tu aies une réussite pour pouvoir dire aux gens, ben voilà comment il faut se comporter pour avoir cette réussite-là, quoi. Donc, je pense que le développement personnel, c'est plus un business de second temps, dans le sens où c'est très difficile de te faire prendre au sérieux si tu commences par ça, en fait. Donc je pense que c'est important d'avoir d'abord une réussite quelque part et d'après expliquer aux gens quelles sont les méthodes que tu as utilisées de développement personnel pour y parvenir. Et même si tu es sur la route et que tu comprends que tu es en train d'activer des choses de développement personnel, de changer ton état d'esprit, le souci c'est que personne ne va te prendre au sérieux même si ces conseils sont excellents. Donc voilà, j'oriente tout ça vers du dropshipping. Là, je vais encore parler de beaucoup de créativité ce mois-ci et je pense que le mois prochain, on va beaucoup parler de dropshipping. Je suis en train de tester des choses. J'ai mis en place une boutique. Voilà, j'étais très très réticent au dropshipping parce que pour moi, vendre de la basse qualité à des gens que tu vas un peu manipuler et que voilà, tu vas leur en fait, tu vas inonder le marché un peu européen, français, de choses produites par peut-être des gens qui sont pas très bien payés, des enfants ou je sais pas quoi. Je trouvais ça pas éthique en fait. Et j'ai trouvé une explication ou en tout cas quelque chose qui me permet de passer outre ça, outre le fait que je trouve pas ça éthique, c'est que ce qu'ils expliquaient, c'est que voilà, c'est la première marche pour après développer une marque. C'est-à-dire que en fait, tu vas tester plein de produits différents, tu vas voir comment ça réagit par rapport à différentes audiences. Et le truc qui va mieux vendre, le truc qui va te faire le plus plaisir, le truc qui va te faire le plus kiffer de vendre, en fait, le truc dans lequel tu vas te ressentir beaucoup d'épanouissement, bah, tu sais que c'est là-dedans que tu vas devoir te mettre à fond. Tu as déjà une audience, ça marche déjà en fait, tu as déjà du chiffre d'affaires. Donc après, il suffit juste que toi, tu fabriques le produit qui sera peut-être fabriqué par toi ou qui sera peut-être fabriqué de manière éthique, en tout cas plus éthique que cette première méthode. La première méthode, c'est juste en fait du lean startup, c'est-à-dire que tu cherches à créer cette première adhésion en fait. Et après, une fois que tu as créé cette première adhésion, bah, tu vas pouvoir passer sur un produit peut-être plus cher, mieux manufacturé, avec plus de, je sais pas, en tout cas plus d'éthique et plus de ce que toi tu veux mettre dedans en tout cas, moins fabriqué en Chine et moins fabriqué à bas coût et tout ça. Donc c'est ça qui m'a débloqué en fait vis-à-vis du dropshipping. Ça faisait longtemps que je m'y intéressais mais je savais pas comment l'aborder de manière saine on va dire. Et en fait, ça a fait écho en fait à tous les projets que j'ai fait jusqu'à présent, que j'ai échoué. Et en fait, c'était finalement ça le thème de ce podcast du jour. J'ai mis beaucoup de temps à arriver au sujet que je voulais te parler, mais je pensais que c'était important de te parler de cette conférence qui m'a énormément marqué, en fait, qui m'a mis une grosse claque. Et donc, les projets que j'ai mis en place, en fait, ça a toujours pas marché à cause de ça finalement. C'est pour ça que ça m'a mis une claque, c'est parce qu'en fait d'un coup, tu sais, quand tu échoues dans quelque chose, tu échoues souvent et tout ça, tu trouves pas, tu comprends pas, tu peux te remettre en question, tu peux te dire mais c'est ta faute en fait que ça marche pas, peut-être que c'est moi qui est nul,
tu sais, c'est un peu frustrant en fait comme sentiment parce que tu te remets en question toi alors que c'est pas toi qui est mis en question finalement, c'est les autres. Enfin, c'est pas que c'est même pas les autres, c'est juste que tu n'arrives pas à trouver la bonne méthode et tu peux rester longtemps en fait avec cette interrogation jusqu'au jour où tu te manges une claque comme je me suis mangé ce week-end et tu comprends en fait d'où ça vient. Et en tout cas, tu comprends la méthode que tu aurais dû mettre en place. Et en fait, moi, les trucs dans lesquels j'ai échoué, par exemple, j'ai fait des t-shirts juste avant de créer ma chaîne YouTube. Pas très longtemps avant de créer ma chaîne YouTube, j'ai fait des t-shirts. J'avais créé une boutique et je voulais vendre des t-shirts. Donc, j'avais commencé à fabriquer des t-shirts et les vendre. Donc c'était sérigraphié et tout ça. Le problème, c'est que la production de t-shirts en France, elle est très très chère, due à la main-d'œuvre, quoi. Donc j'achetais des t-shirts à peu près à 10 euros, je les ai imprimés à peu près entre 12 et 15 euros et je les vendais 20 euros. Donc du coup, je prenais presque aucune marge. Et en plus de ça, ça ne se vendait pas. Et moi, j'aimais bien en fait cette idée-là de créer une marque de t-shirt, sauf qu'à chaque fois quand tu regardes comment les marques de t-shirts sont nées, elles sont toujours nées d'abord avec une philosophie d'abord avec la philosophie de celui qui veut promouvoir le t-shirt. En fait, un t-shirt, c'est avant tout un support de propagande, on va dire, ou de publicité. C'est avant tout un support et c'est pas un objet que tu achètes en tant que tel. C'est pas pour le tissu que tu l'achètes. Généralement, c'est pas pour le tissu. C'est plus pour ce que ça veut dire et ce que ça veut dire sur toi, en fait. Et donc c'est pour ça que ça marche pas de créer un t-shirt à partir de rien, sans créer de marque, sans créer de philosophie, sans créer de quelque chose. Ça marche bien lorsque tu es un groupe de musique par exemple et que tu veux créer un t-shirt parce que ça s'appuie sur la philosophie du chanteur en quelque sorte. Parce que quand tu es chanteur ou quand tu fais de la musique, tu défends une philosophie en quelque sorte. Ou en tout cas tu as un message fort à dire et c'est pour ça que tous ces groupes de musique qui font des t-shirts, je pense notamment à Stromae qui récemment a développé toute une ligne de vêtements, il n'aurait pas pu la faire avant de faire de sa musique en fait. Et c'est parce qu'il a développé sa musique, toute une spiritualité autour de sa musique, il y a un peu cette histoire d'être en décalage avec la société. Mais c'est pareil pour tout, hein. Même Booba fait des t-shirts, même d'autres font des t-shirts. Voilà, tout le monde a des lignes de vêtements en fait parce que c'est juste aller en profondeur avec ton audience. C'est que la surface en fait de leur business, ça va être peut-être faire des musiques, mais en profondeur en fait, ça va être vendre des t-shirts, vendre des services, vendre des choses, vendre des machins, vendre des babioles quoi. Mais tu peux pas commencer par ça en fait, parce que ça c'est le truc c'est vraiment la seconde étape. Et moi je l'avais pas compris, donc j'ai fabriqué des t-shirts, j'ai investi de l'argent dedans, pas énormément, je me suis pas ruiné non plus. Après tout, en fait, j'ai fait des t-shirts qui étaient ma taille, donc au final je les ai portés. Et, c'est des t-shirts que j'adore, donc voilà, ça c'est un truc dans lequel j'ai échoué. Qu'est-ce que j'ai échoué aussi? Oui, dans la musique, j'ai essayé de faire de la musique et de la musique électronique. Pareil, j'ai échoué parce que trop de... déjà la musique électronique c'est compliqué quoi. Si t'es pas ingénieur ou si t'es pas mis en avant d'une manière ou d'une autre, tu peux toujours faire de ta musique, mais personne... si tu l'appuies pas en fait sur une philosophie ou si tu l'appuies pas sur un message, personne ne vient la voir en fait ta musique et c'est ça qui me manquait je pense, au-delà du fait que c'était peut-être pas très harmonique ou je sais pas quoi. Moi j'ai jamais fait de solfège, je sais pas ce que c'est une harmonie, je sais pas ce que c'est une mélodie. Moi, j'ai juste assemblé des sons et je les ai mis bout à bout et ça faisait donc c'est de la musique EDM, tu sais, c'est de la musique assistée par ordinateur, donc c'est simplement des boom boom avec une boîte à rythme et puis des sons un peu bizarres qui arrivent de temps en temps. Moi, ça m'amusait de le faire, je kiffais quand je le faisais et puis je l'ai publié sans grande motivation non plus de devenir le prochain David Guetta, mais en tout cas, voilà, c'était un truc dans lequel j'ai essayé, j'ai échoué, plus pas forcément j'ai échoué dans le sens, je ne me suis pas fait connaître, mais plus dans le sens, j'ai compris que c'était pas pour moi en fait. Et je pense que c'est ça finalement les plus grands trucs que j'ai compris. J'ai fait aussi du jus de pomme, ou en tout cas j'ai voulu faire du cidre. Ça c'était une grande expérience il y a 2 ans parce que j'ai un pommier et je me suis dit c'est dingue en fait j'ai plein de pommes qui poussent comme ça de manière naturelle, j'arrose pas, je passe pas plus de temps que ça, de temps en temps je coupe des branches mais
en termes de temps investi et de récolte en quelque sorte, c'est dingue en fait. De la matière première, tu pourrais faire quelque chose avec. Et je me suis dit, bah, allez-y, allons-y, on va faire du cidre. Donc j'ai acheté tout l'équipement, j'ai même emprunté des équipements professionnels à des gens parce que à la campagne, on a cette chance-là d'être quand même assez bien entouré d'artisans et de les avoir accessibles. Donc dans mes amis, j'ai des gens qui avaient du matériel. Et donc je leur ai emprunté, j'ai fait du cidre, je l'ai mis en bouteille. Donc les bouteilles, dans la région, en fait, on est en région Champagne-Ardenne. Et on boit beaucoup de champagne en fait en Champagne-Ardenne. C'est un truc assez dingue en fait que j'ai découvert parce que moi je viens pas de cette région-là, je suis parisien à la base, mais j'ai un peu immigré en campagne et on boit beaucoup de champagne. Et du coup, c'est assez facile de trouver des bouteilles de champagne. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir des bouteilles blanches, pas les bouteilles vertes comme on les connaît, mais plutôt les bouteilles transparentes. Et du coup, j'ai collecté toutes ces bouteilles-là. Et dedans, j'ai mis mon jus, mon jus de pomme que j'ai fait fermenter. Le problème, c'est que pour faire fermenter du jus de pomme, il ne faut pas dépasser les 8 degrés pendant toute la phase de fermentation qui dure à peu près 10 jours. Et sauf qu'à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, enfin, en tout cas, je suis pas assez équipé sur ça parce que mon garage il est pas enfoui dans du sol. En tout cas, c'est pas une cave quoi. Et du coup, la température varie avec la température extérieure. Et ça, c'est très mauvais pour la fermentation. Donc, je pense que si je devrais faire du cidre, il faudrait que je m'équipe d'une sorte de chambre froide ou que je les place en chambre froide. Bref, en tout cas, voilà. Si vous voulez faire du cidre, sachez que le truc le plus important, c'est la température en termes de fermentation. Du coup, ça a fait des surfermentations. Mes bouteilles, je les avais stockées dans mon garage, elles ont explosé. Et comme elles étaient sur une étagère, elles étaient tous les unes à côté des autres, ben, ça a fait un effet domino. Elles se sont tous écroulées. Il y en a qui ont sauté. Enfin, il y avait du cidre partout, ça sentait la pomme. Donc j'ai dû ben, jeter tout ça. De toute façon, c'était juste impropre à la consommation. Enfin, c'était une petite expérience comme ça et c'était assez marrant à faire. Et du coup, je me suis dit, bah, cette année, je vais réitérer. Euh, Avant tout parce que j'adore le jus de pomme et après tout ce que j'ai lu, parce que du coup, je me suis beaucoup renseigné sur le jus de pomme, comment faire d'un cidre et tout ça, comment faire du jus de pomme. Et du coup, il y a beaucoup d'informations sur la nutrition. C'est un produit qui est très très bon pour plein de choses en fait, pour guérir plein de choses. C'est assez dingue en fait quand tu vois à quel point les fruits peuvent, peuvent nous aider. Je pense qu'on est avant tout frugivore, je crois que c'est ça qu'on dit, frugivore, que carnivore ou même autre chose, quoi, omnivore. On est surtout des êtres qui consomment des fruits et notre corps, dès qu'on met des fruits dedans, il fonctionne beaucoup mieux en fait. Et du coup, bah, cette année, je vais juste faire du jus de pomme. Je vais pas faire du cidre parce que j'ai bien compris que j'étais pas équipé pour ça. Mais le jus de pomme, c'est assez simple finalement parce qu'il suffit juste de récolter les pommes, les presser, les stériliser. Donc pour stériliser les jus de pommes, il suffit juste de les mettre dans une bassine et de les chauffer à un certain nombre de degrés pendant un certain nombre de temps. Pas trop fort pour pas tuer non plus toutes les molécules qu'il y a dedans. Mais ça va quoi. J'ai l'équipement qu'il faut. Donc ça, je vais faire du jus de pomme cette année pour ma propre consommation et pour la consommation des gens qui voudront goûter à ce jus de pomme. J'ai aucune idée si en termes légal j'ai le droit de vendre du jus de pomme sur internet. Ça pourrait être intéressant de faire l'expérience. Moi c'est quelque chose qui me trotte aussi dans la tête d'ouvrir une boutique de jus de pomme. Mais bref, voilà, ça fait partie des choses dans lesquelles j'ai échoué aussi, le jus de pomme. Et Michael Jordan disait une citation, alors je l'ai plus dans la tête la citation exacte de Michael Jordan, mais en gros il parlait de perfectionniste et que des fois tu peux en fait avoir des projets et les faire devenir, enfin être hyper perfectionniste, mais tant que tu t'as pas échoué, tu peux pas savoir en fait quels sont les pièges et la première fois que j'ai fait des vidéos, j'ai échoué parce que la première fois que j'ai fait des vidéos humoristiques et c'était pas du tout ça que je voulais. Donc j'avais fait ça sur Facebook parce que je croyais beaucoup à l'époque à cette nouvelle plateforme. Parce qu'en fait, c'était vraiment le moment où ils commençaient à faire des vidéos, où vraiment ils voulaient battre YouTube sur le format vidéo. Et je pense qu'ils vont peut-être y parvenir avec Instagram et IDTV. Ça va être une chose intéressante à voir. En tout cas, ils sont toujours dans cette quête-là de vouloir battre YouTube sur la vidéo. Et du coup, j'avais fait des vidéos sur Facebook et j'ai échoué en fait aussi. Et j'ai juste pas lâché en fait. C'est juste de la persévérance.
Et quand tu vois en fait tous les trucs que tu réussis, tous les trucs que les gens réussissent en général, ça vient toujours de la persévérance. C'est pour ça que je dis rester déterminé à réussir parce que ça vient, c'est vraiment ça quoi. C'est tant pis si tu as des échecs, c'est juste il faut que tu avances quoi. T'avances, c'est juste que tu avances d'une autre manière, tu vois. J'aurais pu me dire ah bah je vais persévérer, je vais continuer sur Facebook à faire des vidéos. Non, j'ai décidé de changer et d'aller sur YouTube. J'ai changé de format plusieurs fois. Au début, c'était juste des vlogs où je marchais dans la rue. Après, toutes ces vidéos, je les ai supprimées parce que je les trouvais pas top, quoi. Enfin, dans le sens, voilà, c'était au début. Donc, quand tu es au début, ben, t'es pas à l'aise à parler à une caméra. Puis petit à petit, voilà, je me suis amélioré. Après, j'ai fait un format que j'ai énormément aimé faire. Pas forcément, pas dans le sens que j'ai eu une réussite avec. C'est pas ça qui m'a le plus plu, mais forcément, ça motive toujours. Mais dans le sens que quand je le fais, je prends beaucoup de plaisir. En fait, les 10 clés de la réussite, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire tout le temps. En fait, tu sais, il y a cette fameux exercice psychologique où on dit si tu avais 1 million sur ton compte, qu'est-ce que tu ferais? Bah, typiquement, moi je pense que je ferais beaucoup plus de ces vidéos-là, des 10 clés de la réussite, juste parce que j'adore les faire en fait. Et, euh, et donc voilà, en fait, les échecs, tu peux en avoir plein, c'est juste des étapes en fait. Et parfois il faut réfléchir, est-ce que tu t'attaques au haut de l'iceberg ou au fond de l'iceberg, dans le sens où je repense à mon histoire de t-shirt, parce que j'ai eu une discussion ce week-end avec un abonné qui se reconnaîtra, je passe le coucou, qui je disais en fait que les comiques, en fait les comédiens plus exactement, bah, ils font des chaînes YouTube, mais c'est avant tout leur vitrine en quelque sorte. C'est pas leur fond de commerce. Leur fond de commerce, c'est de vendre des spectacles ou de vendre une expérience en fait particulière à leur audience. Et faire une chaîne YouTube, ça va pas être leur fond de commerce. Et nous, on le voit ça de l'extérieur. On voit par exemple Verino qui fait des vidéos qui est un comique en fait qui fait des vidéos tous les jours pratiquement. Pareil Pierre Cross qui fait des vidéos tous les jours. C'est pas leur gagne-pain, c'est pas ça qui les fait vivre. Quoique je pense que peut-être pour certains ça leur amène beaucoup d'argent. Mais eux, ce qu'ils veulent faire, c'est avant tout être comédien, c'est-à-dire vendre leur art. Et leur art, c'est de passer sur scène, quoi. Et beaucoup de gens qui veulent se lancer sur YouTube bah, mettent un peu la charrue devant les bœufs en quelque sorte, dans le sens où ils commencent par faire une chaîne YouTube et après ils arrivent à fédérer une audience. Le problème c'est que cette audience-là, elle reste sur YouTube parce que voilà, elle n'a pas compris que ce qu'on a à lui proposer c'est beaucoup plus quoi. C'est pas c'est pas une simple vidéo. Moi lorsque je fais des vidéos, je pense toujours à mon coaching, je pense toujours à mes formations, je pense toujours à tous les produits que je pourrais développer derrière. Et à chaque fois que je fais une vidéo, elle est avant tout orientée vers ça en fait. Elle est avant tout orientée vers vendre quelque chose et comment justement réussir à convaincre les gens que il faut me suivre bien plus profondément que juste la surface de YouTube. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir lorsqu'on crée quelque chose, lorsqu'on se met à créer quelque chose. C'est est-ce qu'on s'attaque à quelque chose qu'on a vu parce qu'on pensait que c'était ça qu'il fallait faire et en fait c'est juste la surface, ou est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire dans le sens où on aime le faire et on voudrait que ça soit son métier. Et je pense qu'il faut d'abord commencer par faire le truc que tu voudrais faire, quoi, le truc dont tu voudrais faire ton métier, et après faire une vitrine pour ce truc-là, c'est-à-dire ouais, aller sur YouTube, faire des vidéos humoristiques, peu importe, faire du contenu, ça c'est la vitrine, mais c'est pas ton fond de commerce. Ton fond de commerce, ça devrait être autre chose si tu veux par exemple je pense par exemple à Antoine BM qui fait des contenus sur YouTube, qui apprend aux gens à faire des formations. Bah, lui, son fond de commerce, c'est de faire des formations, donc il apprend aux gens et lui là où tu vas vraiment le rencontrer, ça va être dans ses formations, pas sur sa chaîne YouTube. C'est pareil pour tout le monde. Moi, c'est pareil. Quand je fais des formations, c'est là où tu vas vraiment apprendre à me connaître. C'est pas sur ma chaîne YouTube, c'est dans mes formations. Là où on prend vraiment le temps de se poser, de parler, d'aller vraiment au fond des sujets. Et c'est là où ça se passe, en fait.
Et généralement, quand tu regardes un business, forcément, tu vois ça par uniquement la fenêtre ou l'aspect extérieur ou la carrosserie en quelque sorte. Donc réfléchis bien à ça, où est-ce que tu veux aller, surtout qu'est-ce que tu veux produire, qu'est-ce que tu veux produire vraiment, qu'est-ce que tu veux créer. D'ailleurs, en parlant de création, j'ai créé moi un petit livre qui s'appelle le 14e secret des créatifs, qui fait suite aux 13 secrets des créatifs, qui était un e-book qui a été lu énormément de fois. D'ailleurs, j'ai une personne qui m'a récemment envoyé un mail pour me dire est-ce que je pourrais avoir cette version-là en version papier? Pour l'instant, elle n'existe pas en version papier. Peut-être que j'en ferai des versions papier par la suite, si beaucoup de monde me le demande. Je ne veux pas me lancer encore une fois dans quelque chose qui peut qui n'est pas utile en fait, si personne n'en a besoin, parce que c'est consommable directement en ligne, et l'important c'est le contenu qu'il y a dedans, pas forcément la texture, mais je comprends après que la facilité de lire du papier c'est plus simple. En tout cas, j'ai créé un e-book qui s'appelait Les 13 secrets des créatifs, qui a été lu à peu près 2900 fois. Je pense qu'on va bientôt atteindre les 3000 ouvertures. Tu sais, j'héberge ça en fait sur Calameo, qui est un très bon site sur lequel tu peux publier des PDF, et en fait il te le transforme en livre où tu peux le tourner en fait. En tout cas sur ordinateur, et puis sur mobile en fait ça l'adapte hyper facilement au mobile. Déjà en fait le livre je l'ai vraiment conçu pour qu'il soit assez visible, donc j'ai écrit en gros caractères et tout ça pour qu'il soit lisible sur mobile. J'ai pas écrit énormément de blabla, j'ai écrit l'essentiel, quoi. Il y a une dizaine de pages, mais c'est vraiment écrit en gros avec des gros dessins. Moi j'adore en fait la mise en page, c'est un peu mon métier aussi. Donc voilà, j'ai créé les 13 secrets des créatifs. Je sais plus ce que j'avais mis comme sous-titre au premier, mais le deuxième c'est les 14 secrets des créatifs. C'est être créatif n'est pas une bénédiction, et j'explique pourquoi en fait c'est pas une bénédiction, et que c'est quelque chose que tu as à la naissance d'être créatif, et que tu dois composer avec ça en fait. Et c'est ça le drame des gens qui sont créatifs, c'est qu'ils n'ont pas le choix de créer en fait. On pourrait dire à des gens qui créent, si tu n'arrives pas à créer, fais autre chose. Non, en fait, ils peuvent pas. C'est juste intrinsèquement lié à leur personnalité, à qui ils sont. Et donc, j'explique tout ça je développe tout ça dans ce livre-là. J'explique comment on peut gagner de l'argent quand on est créatif, et surtout de quelle manière il faut surtout pas gagner de l'argent quand on est créatif. Et à la suite de ce e-book, je te présente aussi une formation que je vais sortir, si tout se passe bien, mardi 17, qui est en prévente, qui s'appelle Dompter votre créativité 2.0, qui fait suite aussi à la première formation qui s'est le mieux vendue, qui s'appelle Dompter votre créativité, et dans laquelle voilà, on va parler de comment se positionner quand tu as beaucoup de concurrents qui font la même chose que toi, comment... je ne sais plus exactement de quoi je parle dans cette formation. De toute façon, tu verras, tu as une page de présentation. Donc, pour avoir accès à la page de présentation, il faut d'abord accéder au e-book. Et en fait, à la fin du e-book, tu accèdes à la page de présentation de ce truc-là, de dompter votre créativité. J'en ai fait un emailing d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Tu as peut-être dû recevoir, si tu es abonné à ma newsletter, un lien direct sans avoir besoin de passer par le e-book. Bref, si tout ça t'intéresse, il y a un lien en description comme d'habitude. Moi je te dis à la prochaine dans un prochain podcast, et je te souhaite d'être déterminé à être créatif. Salut!